Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire dédié à la cybersécurité. C'est un webinaire qui est organisé par CCI Innovation. Je m'occupe ici en Bretagne et CCI Formation Bretagne qui sera représenté par Anne Le Seur de la Faculté des métiers. Alors le sujet de la cybersécurité, on ne le présente plus. Ce qui était un sujet un peu d'actualité est devenu une préoccupation structurelle dans les entreprises. Je passe les chiffres assez dramatiques du nombre d'attaques qui sont organisées quotidiennement auprès des entreprises dans le monde, mais c'est assez sidérant. Et les montants de pertes d'argent pour les PME sont aussi assez élevés, hein. On parle de chiffres entre 300 et 500 000 euros de pertes pour des PME qui ont fait l'objet, par exemple, de ransomware. Alors, pour aborder ce sujet, ce matin, nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt Ayoub Sabar, qui est consultant expert en cybersécurité. Il a créé une entreprise qui s'appelle Ornisec, basée en Bretagne. Donc, pour voir quelles sont les menaces, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir se préparer et essayer de faire face le mieux possible à ces risques cyber. Dans un deuxième temps, Anne de la Faculté des métiers et de CCI Formation nous présentera les formations références cyber PME qui sont mises en place dans les CCI à partir du mois de mai là, de cette année, dans le cadre d'une labellisation que les CCI ont auprès de l'ANSSI. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Youb. Alors, pour les questions techniques, vous avez tous maintenant, depuis un an, pratiqué énormément la visio, donc j'imagine que vous savez qu'il est préférable de couper son micro, voire sa caméra pendant la présentation. Vous pouvez, dans le chat, poser des questions, réagir, que je relayerai auprès d'Ayoub. Et puis, après sa présentation, on aura un temps d'échange où là, vous pourrez prendre la parole, hein, ceux qui le souhaitent, en levant la main avec le petit onglet en haut sur l'écran. Voilà pour la partie des consignes. Donc, sans plus attendre, je vous passe la parole pour cette présentation d'une quarantaine de minutes. Très bien, donc merci beaucoup Alexandre et merci encore pour l'invitation. Donc en deux mots, je vais me présenter rapidement juste avant d'enchaîner pour la présentation. Donc moi je suis Ayoub Sabar, je suis consultant spécialisé en cyber, j'exerce dans le métier depuis plus de 8 ans. Donc je suis diplômé dans la cyber et je dispose de plusieurs certifications internationales dans la CSSP, l'ISO 27001, etc. Et je travaille beaucoup avec les TPE, PME parce que j'essaie d'adopter une approche un peu plus pragmatique et adaptée au contexte des petites structures qui n'ont pas souvent les moyens et qui n'ont pas souvent les ressources en interne pour améliorer leur niveau de sécurité. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ça va être vraiment une démarche simple et structuré qui va permettre à une entreprise de la taille d'une TPE, PME de déclencher, on va dire, un programme sécurité. C'est-à-dire qu'on va partir d'un existant, on va expliquer les étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre un niveau de sécurité suffisant pour faire face à des cyberattaques. Et bien évidemment, à la fin, on peut donner quelques exemples de projets dans lesquels en fait on peut trouver des outils gratuits et des guides qui sont disponibles publiquement en fait sur les sites de l'ANSSI, de la CNIL ou d'autres ressources. Donc avant de commencer, donc on va d'abord expliquer ce que c'est que la cyber, hein, parce que souvent on entend parler de ce terme, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on met derrière forcément. Donc pour faire simple, donc la cyber, c'est un moyen, c'est pas une finalité, donc c'est vraiment un moyen. Il faut pas oublier ça, il n'est pas là pour bloquer le métier, donc c'est vraiment un support pour le métier comme l'est l'informatique ou le service comptable ou le service RH. Et pourquoi on a créé la cyber? En fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, chaque entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur d'activité, elle a des objectifs. Que ce soit des objectifs financiers, des objectifs en termes de recherche, des objectifs en termes de protection humaine ou environnementale. Et en fait, face à ces objectifs-là, on retrouve souvent des sources de menaces qui vont essayer de les empêcher, on va dire les rendre un peu plus compliqués, parce que eux, ils ont aussi leur objectif adverse,
qui sont souvent soit ils essayent de gagner de l'argent, soit ils essayent de voler des données, soit ils essayent de faire du sabotage, mais donc qui vont mettre en danger, on va dire, les objectifs de l'organisation. Et donc, on a inventé, on va dire, on a créé de la cybersécurité. C'est pas un nouveau métier, hein, donc ça existe depuis plusieurs années, mais on a utilisé les techniques de la cybersécurité pour permettre à une structure de faire face à toutes les menaces qui existent, que ce soit directes ou indirectes ou accidentelles ou malveillantes, pour protéger ses objectifs. Donc vraiment, la finalité de la cyber, c'est protéger les objectifs d'une structure. Et donc ça, c'est la définition un peu macro. Maintenant, si on rentre vraiment dans la définition un peu technique, il faut voir la cyber comme un outil, en fait, comme une boîte à outils qui va proposer un certain nombre de mesures de sécurité pour à la fois protéger le système d'information, qui va porter les actifs de la structure, pour détecter en cas d'attaque, parce que comme vous savez, le risque zéro n'existe pas, donc quelle que soit l'approche de protection qu'on va avoir, il y aura sûrement à un moment des attaques qui vont réussir. Et donc là, il faut être prêt pour détecter ces attaques-là. Et une fois qu'on a détecté, bah, il faut savoir réagir. Donc il faut être dimensionné et préparé pour réagir si demain il y a une attaque. Donc la cyber, c'est vraiment des mesures de sécurité qui sont réparties sur ces trois volets. Donc, à la fois, on protège, ensuite, on va détecter et ensuite, on va réagir. Et tout ça, on le fait pour à la fois protéger la confidentialité de nos actifs. Donc, si on a des données confidentielles, ben, on va essayer de les protéger. Si on a des informations sensibles, on va essayer de protéger leur intégrité, hein. Donc, c'est-à-dire s'assurer qu'ils n'ont pas été altérés par accident ou de façon malveillante, et aussi s'assurer de la disponibilité de nos actifs, que ce soit les données ou encore les systèmes. Et aussi, donc la cyber, selon une étude qui a été réalisée par CCI France en 2019, c'est le premier obstacle de la transformation digitale pour les structures, pour les sociétés. En fait, étant donné qu'on ne maîtrise pas le sujet, donc on ne veut pas se lancer dans la transformation digitale, parce qu'on a peur d'introduire des risques alors qu'on essaie d'améliorer les process. Parce qu'en fait, généralement, les structures, ils vont ignorer ce que c'est que la cyber et ce qu'il faut faire, et donc ils préfèrent ne pas s'avancer trop, en tout cas, dans la transformation digitale. Et aujourd'hui, je pense qu'Alexandre, il l'a bien résumé en introduction. Tout le monde est d'accord que les risques cyber, ce sont des enjeux majeurs. Et donc, que ce soit dans le monde privé ou dans le monde étatique, on va avoir, donc là, c'est selon le DG de Natixis, euh, il a dit que la cyber, c'est vraiment le seul risque, enfin, les risques cyber, en tout cas, c'est les seuls risques qui sont systémiques pour le secteur bancaire. Et dans le monde, on va dire, étatique, militaire, en 2016, l'OTAN, en fait, il a reconnu le cyberespace comme un nouveau domaine à part entière dans les opérations militaires. Donc, ajouté à toute la partie terre, mer, espace et air. Donc, en fait, ils ont ajouté le cyberespace. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les attaques, quand il y a des conflits stratégiques entre les États, sont d'abord cyber avant qu'ils soient militaires. Et ça, on a plein d'exemples qu'on a vus, hein, même récemment en 2017 avec ce qui s'est passé en Ukraine ou ailleurs. Donc là, on voit que les États maintenant, ils commencent à se préparer pour à la fois défendre leurs actifs essentiels, comme ce qu'on voit en France avec les opérateurs d'importance vitale, mais aussi pour, pour avoir des éléments d'attaque si demain ils ont un conflit avec un autre État voisin. Et en France également, on a la même approche, hein. Donc en 2017, il y a eu la création du premier commandement cyber qui compte aujourd'hui un peu plus de 3000 cybersoldats, donc notamment pour faire face à la menace cyber qui gravite, on va dire, autour de la France. Et comme disait Monsieur donc Pierre de Villiers, hein, qui est l'ancien chef d'état-major, la menace numérique a créé un champ de bataille 3.0. Donc, on voit très bien que ce soit dans le monde privé, public, militaire, étatique ou autre, tout le monde parle de la cyber parce que ça commence à devenir une priorité pour faire face à ce risque majeur qui menace l'ensemble des organisations.
Et donc maintenant, la question qui se pose, donc on a compris ce que c'est que la cyber, tout le monde en parle, mais moi, je suis une PME, une TPE, qu'est-ce que je risque? Pourquoi je dois sécuriser mon système d'information? En fait, il y a trois raisons. La première, c'est que aujourd'hui, les risques cyber sont systémiques. Donc, on a fait plusieurs tests hein, pour voir en fait quels sont les taux d'attaque sur les sociétés. Et on a vu qu'en mettant par exemple un service, un nouveau service exposé sur Internet, que ce soit un site Internet ou un service SSH ou autre, ça mettait moins de 10 minutes pour recevoir les premières attaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément ciblé par quelqu'un. On est ciblé par défaut si on est visible sur Internet. Il n'y a plus en fait la notion qu'on avait avant d'un attaquant qui va cibler une structure. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment comme la pêche. On va essayer de lancer tout, de scanner tout Internet. Il y a aujourd'hui des outils qui sont très très puissants qui permettent de scanner tout Internet. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est visible, par exemple un site Internet, on a tous un site Internet, hein. Dès qu'il y a un site Internet qui est visible, ben, il va essayer de l'attaquer. Et après, une fois qu'il a réussi à attaquer le site Internet, donc là, c'est un travail qui est automatisé, hein, fait par des robots. Là, l'attaquant, il va venir pour voir en fait ce qu'il a pêché, en gros. Et en fonction de ça, il va décider de ce qu'il va faire par la suite. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'attaques qui sont médiatisées, quel que soit le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. Il n'y a pas il y a pas de frontières, hein, il n'y a pas vraiment de frontières aujourd'hui pour les attaques. On peut se faire attaquer par quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, tout simplement parce qu'il ne voit même pas où on est en fait. Il voit juste une adresse IP qui est visible sur Internet. La deuxième raison, c'est qu'il y a une forte hausse de la cybercriminalité. En fait, tout simplement, c'est parce que les attaquants, ils ont compris que c'est un vrai terrain de jeu économique, hein, économiquement parlant, qui rapporte énormément d'argent. Vous avez tous entendu parler des attaques par ransomware. Donc, les entreprises, elles payent énormément d'argent quand ils se font attaquer. Donc, maintenant, les criminels, on va dire, se tournent vers ce monde-là pour gagner le maximum d'argent. Et d'ailleurs, selon des études qui ont été effectuées, 80% des entreprises françaises ont constaté au moins une cyberattaque, donc au moins, donc parfois il y en a beaucoup plus dans l'année, sachant que là, c'est uniquement les entreprises qui vont médiatiser, enfin en tout cas qui vont déclarer avoir été victimes d'une attaque. Donc le vrai chiffre, c'est beaucoup plus que celui-là. Et parmi ces entreprises-là, il y a 60% des PME qui ont fermé la porte en fait. Une fois qu'ils ont eu une attaque, bah, ils ont carrément fermé tout simplement parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas prêts. Et donc en fait, une fois qu'ils ont eu l'attaque, ils ont tout perdu. Donc c'était impossible de reconstruire leur système et leurs données et leurs actifs. Et donc ils étaient obligés de fermer la porte. Et les exemples, il y en a plusieurs sur Internet. Et la troisième raison hein, qui pousse les entreprises maintenant à se structurer d'un point de vue cyber, c'est les contraintes réglementaires. Et donc là, il y a deux types de contraintes, on va dire. Soit on est directement concerné par la réglementation, comme la RGPD, la directive NIS pour les opérateurs de services essentiels ou la LPM pour les opérateurs d'importance vitaux, soit on travaille avec ce type de structures qui sont, eux, soumis à ces réglementations-là et qui vont transcrire les exigences sur les contrats qu'on va signer avec eux. Donc, si on a un client qui est soumis, par exemple, à la RGPD ou à la LPM, systématiquement, si on fait un contrat avec lui, il va nous mettre dans les clauses contractuelles des exigences liées à la sous-traitance. Et donc, indirectement, même si on n'est pas soumis, par exemple, même si on n'est pas OIV, on va être soumis à quelques règles de cette réglementation-là parce qu'on travaille avec des clients qui sont, eux, soumis à ces réglementations. Donc, on peut dire que tout le monde, plus ou moins, va être concerné directement ou indirectement par une réglementation cyber, sachant que ça évolue tout le temps. À chaque fois, en fait, on va ajouter d'autres réglementations. Donc, récemment, on en a ajouté pour le monde de la sûreté aéroportuaire, qui viendra compléter donc toute la partie LPM qui existe déjà.
Donc, une fois qu'on a eu une attaque, maintenant, qu'est-ce qu'on risque réellement? Quels peuvent être les impacts? Imaginons donc on va subir une attaque informatique. Qu'est-ce qu'on peut, quelles peuvent être les conséquences? Donc, la première conséquence la plus connue, hein, c'est neutraliser un système d'information. Donc, en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, les PC, donc c'est écran noir. Les serveurs, on a perdu toutes les données. Les systèmes, on a perdu toute la conf. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, d'un point de vue opérationnel, personne ne peut réaliser ces activités. Donc, ça, on en a vu, hein, il y a plusieurs exemples qui ont été médiatisés dans ce sens-là. Si on a des sites Internet et des services qu'on expose sur Internet, donc c'est pareil, ça va être neutralisé, hein, donc il n'y aura aucun service qui va être disponible. Donc, on va perdre des chiffres d'affaires, notamment si on fait par exemple de l'e-commerce ou autre. On peut perdre définitivement les données, voire même on peut avoir des modifications des données, hein. Donc on peut altérer les données, soit les données dans une base de données, soit par exemple les données d'un site, hein. Par exemple, on peut injecter donc ce qui s'est passé par exemple pour British Airways, et c'est là où ils ont eu une amende de 250 millions, je pense, d'euros, hein. Il y a quelqu'un qui a réussi à injecter un logiciel malveillant sur leur site, donc il a altéré leur site internet. Et qu'est-ce que fait en fait ce logiciel? Dès que quelqu'un effectue une réservation et qu'il met sa carte bancaire pour payer, le logiciel, il prend les numéros de carte et il l'envoie directement à l'attaquant. Donc là, c'est une forme d'altération qui a causé des pertes vraiment conséquentes pour les clients de British Airways, et donc ça a été sanctionné dans le cadre de la RGPD. Et aussi, on peut avoir une exfiltration des données, notamment si on travaille dans des domaines un peu sensibles. Donc, on peut être la cible de structures externes, de sources de menaces qui vont essayer de chercher des données. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça? Donc, déjà, on peut perdre de l'argent, à la fois parce on arrête les services, les systèmes, donc là, on peut perdre de l'argent, mais aussi, on peut payer des sanctions réglementaires, et surtout, on peut payer des rançons, par exemple, si ça arrive. Et donc là, il y aura énormément de pertes financières. Ensuite, on va avoir des pertes, on va dire, des impacts juridiques, hein, parce qu'on va avoir des sanctions juridiques administratives si on ne respecte pas les réglementations. Imaginons par exemple le cas de la RGPD. On va avoir aussi un impact très très fort sur l'image, parce que comme vous le savez aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, ça fait la une de tous les journaux, tous les news. Et en fait, tout le monde maintenant est au courant quand il y a une attaque. Et ça, ça a un impact énorme sur l'image, on va dire, de la structure concernée. Et parfois, on peut aller jusqu'à euh, risquer la fermeture définitive de la structure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un risque réel et qu'à tout moment, en fait, une attaque informatique, il peut fragiliser une société victime. Ça, j'ai donné quelques exemples, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tous les secteurs ils sont concernés. L'écosystème de la menace il est bien structuré aujourd'hui. Donc, on a vraiment des acteurs, des groupes de cybercriminalité qui sont bien dimensionnés avec des outils, on va dire, démocratisés. Parce qu'aujourd'hui, on est parti, on a passé du modèle de l'attaquant. euh, comme étant quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, qui développe lui-même ses outils d'attaque, etc., et qui utilise ces outils contre ses victimes, à un modèle où on a des sites qui proposent des services euh, de ransomware, par exemple, as a service ou autres, qui sont prêts à l'emploi, avec des guides d'utilisation, avec un service après-vente. Donc tout le monde, vraiment tout le monde, dès qu'on s'y connaît un petit peu en informatique et qu'on sait utiliser un PC, on peut devenir une source de menace. Il suffit juste d'aller sur les sites spécialisés en la matière, acheter les services dont on a besoin, lancer les services. Si ça ne marche pas, on appelle le service client, hein, ils vont nous expliquer ce qu'il faut faire. Et même jusqu'au bout en fait, de la chaîne, il nous explique également comment récupérer l'argent, par exemple des rançons, comment faire le blanchiment d'argent, et ainsi de suite. C'est vraiment, donc, il y a une chaîne qui a été créée, donc c'est un vrai écosystème économique qui s'est créé autour de ces attaques cyber, et qui est utilisé aujourd'hui par les gens de tous les pays partout dans le monde. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on voit une hausse spectaculaire des attaques, hein, quels que soient les clients, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les mairies, les, et les,
et M6 par exemple ici, les sociétés qui ont des systèmes industriels, c'est pas parce qu'il y a un secteur qui est plus ciblé qu'un autre, c'est juste parce que les secteurs qui sont le plus médiatisés, ce sont généralement les secteurs qui ont, on va dire, le plus de vulnérabilité, on va dire, qui ont négligé le plus tout ce qui est protection cyber. Et donc là, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a personne qui n'est épargné, que tout le monde peut être attaqué. C'est juste question de temps. Et d'ailleurs, il y en a même qui disent, j'avais assisté à une conférence de Monsieur Alain Juillet, l'ancien, un ancien de la DGSE, qui disait aujourd'hui, on ne se pose plus la question est-ce qu'on va se faire attaquer, mais plus quand est-ce qu'on va le détecter. C'est-à-dire que par défaut, peut-être qu'on est déjà attaqué, mais là, il faut juste savoir on va mettre combien de temps avant de détecter en fait qu'on a été victime d'une attaque pour bloquer, on va dire, les conséquences tant qu'il est encore possible. Maintenant, en fait, si on veut essayer de comprendre pourquoi on a tant d'attaques, pourquoi on a tant de victimes dans ce monde-là de cyberespace, ça, c'est une analyse hein, que j'ai faite moi-même à travers mes expériences. C'est parce que je trouve qu'il y a un niveau qui est très très faible d'un point de vue cyber un peu partout. Tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne parlait de la cyber. Il n'y avait pas beaucoup d'attaques parce que ça rapportait pas beaucoup d'argent. Là, ça a changé. Ça commence à rapporter énormément d'argent. Donc, il y a beaucoup de criminels qui s'intéressent au sujet. Donc, il y a beaucoup plus de sources de menaces qu'il y a longtemps. Et donc, par contre, les entreprises n'ont pas suivi la vague. C'est-à-dire que, on a eu des attaquants, des sources de menaces qui, eux, ont bien, on va dire, cadré leur outil d'intervention, hein, donc leurs armes, alors qu'on a des victimes qui n'ont pas du tout dimensionné leur protection. Et donc, il y a eu un déséquilibre, et ce déséquilibre, il est lié au fait que les entreprises aujourd'hui ils manquent énormément de maturité cyber. On ne fait pas de la cyber, hein. Généralement, on fait que de l'informatique. Il faut que ça marche, il faut que ça soit opérationnel. Et la cyber, ça viendra après qu'on a le temps, qu'on a l'argent, qu'on a l'envie de le faire. L'autre raison, c'est qu'il y a un manque énorme de ressources financières. Quand on va aller voir un directeur pour lui demander un peu d'argent pour mettre à jour des machines obsolètes ou autres, généralement la réponse c'est tant que ça marche, on ne touche à rien. Et parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Donc ça revient aussi à la partie de maturité. Aussi, il y a un manque énorme de ressources humaines. Si on voit les entreprises qui se font attaquer, généralement, en interne, ils vont avoir que quelques ressources pour gérer toute l'informatique. Et ces ressources-là, malheureusement, ils n'ont pas le temps, même s'ils ont les connaissances, ils ont l'envie de faire, mais ils n'ont pas le temps de sécuriser le système d'information. Et surtout, donc la dernière raison, c'est que pour tout le monde, le plus important, c'est la prod. Il faut que ça tourne, il faut que ça marche. La sécurité, ça vient après. Et généralement, ça vient jamais. Et donc tout ça, en fait, ça fait que on a un faible niveau de sécurité un peu partout, hein, sauf pour les grands qui, eux, sont bien dimensionnés. Ils ont mis les moyens pour se protéger. Mais pour les TPE, PME, on retrouve souvent ces raisons-là qui font que en fait, le niveau de sécurité il est vraiment on va dire, améliorables et ils sont du coup victimes de plusieurs sources de menaces. Et donc, pour, on va dire, anticiper ces risques-là et pour ne pas subir, on va dire, une cyberattaque, l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer d'adopter une posture cyber. On sait qu'il y a des contextes, hein, un manque de ressources, un manque d'argent, etc. Mais au moins, il faut que le sujet soit posé au bon niveau. Il faut que la direction soit consciente des risques et il faut essayer d'intégrer au moins une culture cyber à tous les niveaux de l'entreprise, du salarié jusqu'à la direction générale, pour essayer d'améliorer, on va dire, les choses avec le temps. C'est vraiment la démarche qu'on va essayer de présenter aujourd'hui. Et donc ça, c'est une démarche qui va être basée sur quelques étapes. Mais avant de les présenter, donc, il faut savoir que pour sécuriser un système d'information, il faut se préparer. Parce qu'en fait, on va essayer de changer un existant. Donc, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est le temps. Donc là, on a ce qu'on appelle une dette informatique. Il y a plusieurs années de manque de maturité cyber. Donc, ça a donné naissance à un système qui est obsolète, qui va nécessiter beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le sécuriser. Donc là, il faut accepter la dimension du temps dans l'approche. Donc, c'est vraiment essentiel parce que sinon, on va tomber dans le piège de vouloir tout faire aujourd'hui, c'est-à-dire que le tout étant urgent et critique. Et donc, finalement, on va finir par rien faire.
alors que normalement, ce qu'il faut adopter, c'est plus une démarche sur le long terme. D'ailleurs, là, j'ouvre la parenthèse. Étant donné que le programme cyber, ça va prendre plusieurs années hein, pour changer la dette qu'on a cumulée toutes ces années-là, donc ça va prendre encore des années. Ce qui est conseillé généralement, c'est de compléter la démarche par une assurance cyber. Parce que étant donné qu'on ne peut pas de toute façon sécuriser notre système du jour au lendemain, ce qu'il faut faire, c'est pendant cette phase-là de protection, là où on va vraiment agir pour améliorer les choses, pour minimiser les risques et les recommander souvent de compléter l'approche par une assurance cyber pour couvrir en tout cas les pertes financières si demain on a une attaque. Toutes les entreprises que vous avez vues en fait, en tout cas qui ont eu des attaques, la majorité, pas tous, mais en tout cas la majorité, ils ont eu des assurances cyber. Ils étaient très 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 contents quand ils ont eu tous leurs frais remboursés par leur assureur. Donc là, il faut vraiment anticiper le sujet et en attendant d'avoir un système sécurisé, déclencher également la partie assurance. Ensuite, il faut admettre qu'il faut de l'argent, parce qu'on ne peut pas sécuriser un système qu'avec une bonne volonté, hein. Donc là, il faut vraiment investir. Il faut investir que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la formation, au niveau de la prestation externe, au niveau des ressources humaines, etc. Euh, il faut bien travailler. Enfin, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un investissement pour les acteurs informatiques principalement, parce qu'en fait, c'est un sujet nouveau pour tout le monde. Et donc, en fait, pour maîtriser ce sujet, bah, il faut investir, hein. Donc, le développement, euh, euh, la formation continue et la montée en compétences des acteurs concernés. Et surtout, il faut garder son calme. Pourquoi? Parce que vous allez voir que tous les plans d'action cyber que vous allez lancer, ça va susciter en fait des réactions de différents acteurs, que ce soit les utilisateurs finaux, que ce soit le directeur, que ce soit l'opérationnel, que ce soit la direction générale. Donc il faut garder son calme, il faut adopter plus une approche de collaboration, de vraiment d'accompagnement, de coaching, d'explication, parce qu'en fait on vient changer des habitudes et systématiquement en fait on aura des refus. Donc en fait il faut vraiment essayer de garder son calme et d'expliquer la démarche au lieu d'imposer des mesures. Parce que si on impose sans expliquer, sans intégrer tout le monde dans la démarche, on finit en fait par avoir l'effet inverse, ce qu'on appelle les shadow IT, hein, c'est-à-dire que les salariés ils vont laisser tout ce qu'on leur a présenté, tout ce qu'on leur a proposé comme solution sécurisée pour utiliser des solutions en off qui ne sont pas du tout maîtrisées par le service informatique et qui vont intégrer beaucoup plus de risques. Donc, les 6 étapes qu'on va vous proposer. Donc, la première, c'est il faut convaincre la direction. Ça, c'est la première étape. La deuxième, il faut définir les objectifs, hein. Donc, avant de se lancer, bah, il faut savoir où est-ce qu'on va. Parce que la maturité cyber, donc c'est voilà, c'est un niveau. Donc, il faut voir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on va se protéger comme si on était une banque ou bien c'est voilà, comme une société qui offre des services non essentiels. Choisir un framework de sécurité. Donc, un framework, c'est un référentiel. Donc, adopter une approche orientée risque, on ne va pas sécuriser parce qu'on veut sécuriser ou parce qu'on a entendu qu'il faut chiffrer les données qu'on va chiffrer, mais plus pour répondre à un risque, tout simplement pour minimiser les dépenses. Formaliser un plan d'action, donc un schéma directeur et lancer les chantiers. Donc, c'est vraiment là, il faut viser le long terme pour que ça soit pertinent. Et surtout, choisir une équipe pour mettre en place et un chef d'orchestre pour suivre le sujet. Donc là, on va rentrer en détail rapidement sur chacune des étapes. Donc, comme disait, donc, la première étape, c'est convaincre la direction. En fait, l'erreur que font les référents informatiques, on va les appeler comme ça parce on n'arrive pas à un niveau de direction informatique dans les TPE-PME souvent, mais l'erreur que font les informaticiens, c'est qu'ils essayent de faire la cyber à leur niveau. Et à un moment, ils se rendent compte que bah, déjà, il y a des blocages financiers, hein, parce que voilà, la cyber, ça nécessite de l'argent, et aussi il y a des blocages opérationnels. Et face à ces deux éléments-là, ils ne peuvent rien faire, tout simplement parce que personne ne va les écouter, ce n'est pas leur domaine, et on ne leur demande pas d'ailleurs de sécuriser le système, on demande juste de faire tourner une machine, par exemple. Alors que si on adopte l'approche de responsabilisation de la direction générale, on aura des leviers à la fois financiers et à la fois opérationnels qui vont permettre aux services informatiques et aux référents sécurité d'adopter sereinement, on va dire, une approche et un programme de sécurité. Donc, sécuriser un système d'information, c'est la responsabilité de la direction générale. Ce n'est pas la responsabilité du service informatique. C'est la direction générale qui doit prendre des décisions, qui doit accepter les risques ou non d'ailleurs. Et une fois qu'il n'a pas accepté des risques, bah, il faut qu'il mette en place des moyens financiers, humains pour les traiter. Et ce n'est pas du tout au niveau du service informatique qu'il faut le faire. Et donc, comment on peut convaincre une direction? Bah, il faut trouver les bons arguments. En fait, il faut savoir
que la direction est là pour, parce qu'elle a des objectifs d'entreprise hein, qui veut essayer de les atteindre. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les termes que que la direction générale comprend. Généralement, c'est les termes financiers, les termes en termes de chiffre d'affaires, en termes de compétitivité, en termes de conformité réglementaire, pour, euh, convaincre la direction et pour qu'ils se sentent concernés par l'approche et pour qu'ils mettent en place les ressources pour aider le service informatique à dérouler correctement les chantiers cyber. Ensuite, une fois qu'on a convaincu la direction, bah là, il faut trouver les objectifs. Pourquoi on doit sécuriser le système d'information? Parce qu'en fait, sans la vision d'origine, bah, à un moment, le carburant, il va manquer, la voiture restera en panne. Donc, l'idée, c'est avant de lancer l'approche, il faut vraiment qu'on sache pourquoi on est en train de sécuriser notre système. Parce que derrière, quand on va proposer des investissements, on sait pourquoi on va dépenser ces investissements-là, donc il n'y aura pas de blocage. Alors que si on va juste dire, par exemple, bah, il faut mettre en place un pare-feu, étant donné qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, bah, personne, en fait, ne va financer les dépenses qu'on va proposer. Donc là, j'ai donné quelques exemples, hein. Donc, soit respecter une réglementation, soit assurer la continuité de l'activité, soit protéger le personnel, les actifs, par exemple, notamment dans le cas des systèmes industriels, hein. Euh, Soit tout simplement utiliser la cyber, la sécurité comme un facteur différenciant, notamment par exemple pour les sociétés qui offrent un service informatique. Par exemple, les hébergeurs de données, les fournisseurs de services, de prestations de services informatiques, eux, ils peuvent aujourd'hui se différencier en exploitant le levier de la sécurité. Une fois qu'on a du coup défini le pourquoi, maintenant on va travailler sur le comment. Donc, comment on va sécuriser notre système d'information. Donc là, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, il y a déjà des référentiels qui existent. On n'a pas, à ce stade-là, on n'a pas besoin de faire appel à des consultants externes ou des auditeurs, etc. Parce que tout simplement, on a déjà énormément de choses qui sont gratuitement disponibles et qui sont publiquement accessibles sur Internet, notamment ceux qui sont mis à disposition par l'ANSSI, la CNIL ou le site de cybermalveillance.gouv.fr. Et donc l'idée, c'est vraiment de commencer par ces référentiels-là, donc ces frameworks-là, afin de, un, s'assurer qu'on a couvert tous les risques cyber, parce que si on ne sait pas faire une analyse des risques, le fait de passer par un référentiel nous donne une garantie, on va dire, qu'au moins on a couvert les risques de base. Et surtout, ça nous permet d'avoir un cadre de la démarche, parce que si on ne sait pas par où commencer, il vaut mieux prendre un référentiel et le suivre. Donc ça serait déjà un très très bon début. Certes, c'est pas complet, mais au moins, ça nous permet de mettre, on va dire, tout ce qui est les mesures de base, hein. Donc, c'est vraiment l'hygiène informatique. C'est comme les mesures, les gestes barrières hein, pour le Covid. Il y a des gestes barrières pour la cyber et ces gestes barrières, ils sont décrits dans les référentiels de base. Et ça, j'ai donné quelques référentiels qu'on peut utiliser en fonction de la taille de nos structures. Donc là, on peut commencer bien évidemment par le premier, donc guide des bonnes pratiques pour les PME TPE. Donc c'est 12 règles de sécurité. Donc là, c'est vraiment, on va dire, l'essentiel de l'essentiel. C'est la base, hein. C'est vraiment, quand on fait l'informatique, c'est le minimum à avoir. Donc c'est le premier guide. Ensuite, c'est celui de l'ANSSI également, donc le guide d'hygiène de l'ANSSI avec 40 mesures de sécurité. Ensuite, on a les guides de la CNIL. On a les guides de 6 aussi. Et aussi, bah, si on veut aller plus loin, on a le référentiel du NIST. Donc, c'est un framework américain. Et aussi, on a l'ISO 27001 et 27002. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, on commence par les bases et après, on essaye d'améliorer au fur et à mesure notre système d'information. Après, en fonction de la maturité de notre SI, on peut choisir directement, par exemple, un référentiel international comme celui de l'ISO. Donc, c'est vraiment tout dépend de votre niveau actuel. Une fois qu'on a choisi et mis en place un référentiel, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le référentiel, donc, c'est vraiment les mesures de base, mais ça ne couvre pas tous les risques qui sont contextuels par rapport à chaque société. Parce qu'on ne va pas protéger une banque de la même manière qu'on va protéger une entreprise d'e-commerce. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes risques. Et donc, l'idée, c'est vraiment compléter la démarche par une approche orientée risque, tout simplement pour adapter la protection à la menace qui pèse sur notre système d'activité, sur notre secteur d'activité. Et donc là, concrètement, il faut utiliser la méthode, par exemple, EBIOS, hein, celle qui est proposée par l'ANSSI, pour, à la fin,
définir un plan d'action euh, contextualisé et surtout proportionnel à la menace. Donc ça nous permet d'éviter en fait de surprotéger ou de sous-protéger notre système d'information et surtout d'éviter de tomber en fait dans le piège du tout étant urgent et critique. Donc vraiment, donc on va prioriser les mesures par rapport aux risques qui sont associés. Et donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse hein, en parlant des risques. Aujourd'hui, en fait, il faut être clair. S'il y a un risque qu'il faut prendre en compte pour toutes les structures, quel que soit leur secteur d'activité, c'est le risque de ransomware. C'est vraiment le risque essentiel qui doit être bien maîtrisé dans toutes les structures, même de la start-up jusqu'à la multinationale, tout simplement parce qu'en fait, c'est le risque qui rapporte le plus d'argent avec une grande facilité pour les attaquants. Donc, en fait, tous les attaquants, ils commencent par ce risque-là. Donc, pour gagner le maximum, bon, ils vont utiliser les attaques ransomware, à la fois pour euh, chiffrer, on va dire, bloquer les systèmes, chiffrer les données, mais aussi pour exfiltrer les données. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont un objectif double. On va pas juste chiffrer les données, on va d'abord chiffrer, mais aussi on va récupérer une copie des données en fait pour menacer la victime. Donc là, on est vraiment sur une double attaque. Et donc le risque ransomware, en fait, c'est un risque essentiel qui doit être maîtrisé, quelle que soit la structure. Et donc là, je vous ai donné 5 règles de base de sécurité qu'il faut absolument intégrer dans votre plan d'action si vous voulez maîtriser ce risque-là. Donc la première, c'est la messagerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que à 99% des cas, on va dire, le, 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 le point d'entrée, ça va être la messagerie. C'est très simple en fait aujourd'hui d'envoyer un mail à tous les salariés et espérer qu'il y en a un qui va cliquer que d'essayer de casser, on va dire, trouver une vulnérabilité au niveau d'un pare-feu. Ça peut arriver, on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais au moins il faut se protéger contre les attaques les plus probables. Et les points d'entrée les plus probables, c'est la messagerie aujourd'hui. Et comment durcir la messagerie? Ben, en fait, il faut mettre en place des filtres, ce qu'on appelle SMTP. Donc c'est pour analyser et bloquer les attaques en temps réel. Il faut activer des options de sécurité qu'on va avoir au niveau de la configuration de notre messagerie, hein. Donc là, il faut utiliser, ça dépend de la messagerie qu'on va avoir. Si par exemple on est sur Office 365, ben, il faut juste aller sur Internet, taper guide de durcissement messagerie 36 Office 365, et là on va voir des bonnes pratiques et il faut les appliquer. Mais quelle que soit la solution que vous avez, il faut maîtriser tout ce qui peut rentrer par la messagerie et empêcher que en fait, les mails de phishing ou autres, mails qui exploitent l'ingénierie sociale, il faut empêcher que ça arrive vis-à-vis, au niveau des salariés. Ensuite, la deuxième étape, donc c'est le plus important, il faut disposer d'une sauvegarde offline. La majorité des structures, ils ont des sauvegardes, mais ces sauvegardes, en fait, ils sont souvent connectés au réseau sans aucune mesure de protection supplémentaire. Et la première chose qu'un attaquant va faire, bah, ça, il va commencer d'abord par chiffrer les sauvegardes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut avoir une solution de sauvegarde, soit une solution qui est robuste face aux attaques ransomware. Donc, il y a des solutions NAS qui permettent en fait de protéger les données avec des mécanismes il coupe par exemple les accès, il ouvre les accès que pendant des fenêtres, etc. Ou voire même d'autres fonctions de sécurité qu'on peut activer. Mais si on n'a pas ces solutions-là, si on n'a pas ces mécanismes de protection contre les ransomware, à minima, il faut revenir à la vieille méthode, hein, donc disposer des bandes ou des disques durs externes qui sont à l'abri, qui ne sont pas du tout connectés à l'informatique et qu'on peut récupérer si demain on a une attaque. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas, c'est la seule mesure qui permet de se protéger contre une attaque ransomware, tout simplement parce que quels que soient les moyens qu'on va mettre, les attaquants, ils avancent à une vitesse plus importante que les défenseurs. Et donc, en fait, ils vont souvent trouver des moyens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on voit que les meilleurs ils se font attaquer. Par exemple, notamment la société Altran, récemment, qui a eu un ransomware. Altran, pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc c'est une société, ça fait partie du CAC 40. Maintenant, il a été racheté par Capgemini. Mais ils ont une prestation de service cyber. Donc, eux, ils accompagnent les structures pour sécuriser leur système d'information. Et malgré ça, eux, ils se sont fait attaquer. Donc, même si on est les meilleurs dans le domaine, on peut être victime d'une cyberattaque, quelles que soient les protections qu'on va mettre en place. Donc, on va dire, le seul recours qu'on va avoir, c'est de disposer d'une solution de sauvegarde déconnectée.
Ensuite, bah, il faut déployer les mises à jour. Souvent, en fait, les sociétés n'appliquent pas les mises à jour. Pour information, donc tout le monde se rappelle de l'attaque WannaCry, hein, donc le ransomware qui a ciblé toute la planète en 2017 de mémoire. Pour information, il y a encore des victimes qui se font attaquer aujourd'hui, sachant que les mises à jour, ils ont été publiés donc depuis plusieurs années, mais les entreprises n'appliquent pas les mises à jour et malheureusement, bah, le virus il circule encore et tant qu'on n'a pas les mises à jour, bah, en fait on est exposé. C'est vraiment comme le Covid, hein, tant qu'on n'a pas le vaccin, bah, on est exposé et il faut vraiment adopter une démarche de maintien en conditions de sécurité avec une installation systématique maîtrisée bien évidemment des mises à jour. Le quatrième point, c'est la sensibilisation des salariés, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la porte d'entrée, c'est la faille humaine. Les solutions de sécurité sont assez robustes, les machines ils sont assez robustes pour qu'ils soient, on va dire, piratés rapidement et facilement, alors qu'un humain, il est très, très, très vulnérable. Et pour un attaquant, il est beaucoup plus simple de cibler par ingénierie sociale un, un salarié que d'essayer de casser les défenses d'un pare-feu, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adopter une approche de sensibilisation, d'intégrer une culture cyber périodique, hein, pas juste une sensibilisation en one shot, mais vraiment une culture cyber périodique pour l'ensemble des salariés. Et ça, c'est à travers des séances de sensibilisation, c'est à travers des affiches, des mails de rappel, des simulations de phishing, etc. Et le dernier point, donc, c'est il faut détecter, il faut surveiller le système, il faut surveiller le réseau et surtout disposer d'un plan B. Parce qu'en fait, souvent, l'attaquant, quand il va rentrer dans un système d'information, il va pas rentrer aujourd'hui et déclencher l'attaque demain. Il va souvent mettre plusieurs mois, voire un an parfois, avant de déclencher son attaque. Donc, pendant toute cette durée-là, il faut savoir le détecter. Il faut avoir les dispositifs nécessaires pour permettre de détecter une attaque avant qu'il passe à l'acte. Donc, si on arrive à le détecter avant qu'il lance le chiffrement des données, donc là, ça va être plus simple en fait de minimiser les impacts. Alors que si on n'a aucun moyen de détection, bah là, ça peut être très très compliqué. On va juste subir l'attaque quand ça va être déclenché. Et d'ailleurs, pour information, l'attaque de TV5 Monde en 2015, ils ont dit que l'attaquant, il a mis entre 4 et 5 mois de mémoire avant de déclencher son attaque. C'est-à-dire entre le moment où il est rentré et le moment où il a déclenché son attaque, ça a mis de 4 à 5 mois de mémoire. Donc ça nous donne vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour détecter un attaquant avant qu'il se lance dans les actions de sabotage. Et pour aller plus loin, donc pour avoir d'autres mesures, donc je vous invite à consulter le guide de l'ANSSI sur la protection contre les ransomware. C'est un excellent guide qui dresse en fait l'état des lieux des attaques ransomware et qui propose des plans d'action pragmatiques et pertinents pour se protéger contre ces risques-là. Donc c'est vraiment un must-have pour moi des sociétés. Aujourd'hui, s'il y a un risque qu'il faut traiter, comme je disais tout à l'heure, ça va être le risque ransomware avec le guide de l'ANSSI que j'ai présenté ici. Donc, une fois qu'on a identifié les risques, qu'on a proposé des mesures de traitement, donc là, c'est ce qu'on appelle les objectifs de sécurité. Donc, on a identifié un point de départ, donc vraiment donc les risques qu'on a listés, comme par exemple le ransomware. On a identifié un objectif, donc déployer par exemple des programmes de sensibilisation, durcir la messagerie, etc. Et maintenant, bah, il faut avoir un schéma directeur. Donc, c'est vraiment le chemin qu'on va emprunter pour aller de l'état initial vers les objectifs qu'on a définis. Et donc, ça, c'est généralement un plan d'action qui va aller de 1 à 3 ans en fonction des moyens qu'on va avoir. Et souvent, il faut prioriser par les risques les plus probables. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les risques de ransomware, étant donné qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, bah, il faut prioriser les mesures en fonction des risques associés. Et donc la dernière étape, hein, donc c'est choisir une équipe et surtout un chef d'orchestre, parce qu'en fait, comme vous savez, selon les statistiques, hein, donc la cyber dans une entreprise, contrairement à ce que la majorité imagine, c'est que 20% de la technique et 80% de l'organisation et de l'humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, en fait, les entreprises aujourd'hui, ils pensent que la cyber, c'est qu'une question d'empilement de technologies, de solutions de sécurité, des antivirus, des pare-feux, etc. Et ils oublient, on va dire, la dimension humaine dans l'approche.
Alors que la base, la technique, c'est que 20% de l'approche. Et donc, un programme cyber, c'est 20% de la technique et 80% de l'humain et de l'orga. Et donc, il faut très, très bien choisir une équipe qui va mettre en place le plan d'action et un chef d'orchestre qui va animer, qui va suivre ce programme et faire le reporting à la direction. Et donc, en ce qui concerne les équipes projets, donc ça peut être à la fois les éditeurs, les fournisseurs, les prestataires externes qu'on n'est pas dimensionné, mais aussi des équipes IT internes en fonction en fait de leur plan de charge et en fonction en fait des ressources dont on dispose. Et pour le chef d'orchestre, donc il faut vraiment quelqu'un qui soit motivé, donc il faut que ce soit vraiment qui soit intéressé par le sujet. Il faut qu'il ait des connaissances IT, donc il faut qu'il soit formé à toutes les notions de la cyber parce qu'on ne peut pas suivre un programme si on ne maîtrise pas donc les enjeux de la cyber. Il faut qu'il soit disponible, donc il faut qu'il ait le temps pour le faire. Et c'est pas juste une casquette qu'on va attribuer par exemple à un responsable informatique sans lui donner les moyens pour le faire. Et surtout, il faut qu'il soit organisé parce qu'un programme cyber, c'est un programme qui va être sur énormément de champs d'action. Donc, il y aura beaucoup de projets à la fois humains et techniques. Et donc, il faut vraiment qu'il soit organisé pour lancer tout ça et pour suivre tout ça dans le temps. Maintenant, pour répondre à la question de combien ça me coûte tout ça, hein, parce que c'est le plus important, hein, donc c'est l'aspect financier de l'approche, il faut séparer deux choses. Et donc, il y a le coût initial qui va permettre de corriger la dette informatique qu'on a cumulée toutes ces années et le coût de maintien dans le temps. Pour le coût initial, donc ça malheureusement on ne peut pas donner un chiffre, tout simplement parce que ça dépend en fait de votre existant. Ça dépend en fait d'aujourd'hui, votre niveau de sécurité c'est quoi, la taille de votre système, le contexte de votre entreprise, les réglementations applicables, etc. Et donc, en fonction de tous ces paramètres-là, vous pouvez avoir une idée derrière sur le coût que ça va vous nécessiter d'avoir un programme sécurité. Et une fois que vous avez atteint un niveau de maturité, souvent l'erreur que font les entreprises, c'est qu'une fois qu'ils ont atteint le niveau de maturité, ils arrêtent. Ils arrêtent les investissements cyber. Le problème, c'est qu'après quelques mois, voire quelques semaines, hein, le niveau redescend rapidement et il faut réinvestir de nouveau pour améliorer le niveau global. Alors que ce qu'il faut faire, c'est plus avoir ce qu'on appelle un maintien en condition de sécurité. Et ça, pour le coup, on a une estimation qui a été donnée par l'ANSSI. Il disait qu'il faut prévoir au moins 10% du coût total de l'informatique. Donc, on prend le coût total d'informatique, on calcule 10% de ce coût-là, et ça, en fait, on va demander à la direction générale d'investir ce montant-là annuellement pour la cyber, pour permettre de maintenir le niveau de sécurité dans le temps et de ne pas tomber en fait dans le piège de redescendre et reperdre le niveau de sécurité qu'on a réussi à avoir. Donc voilà, là, on a quelques annexes. Après, on peut rentrer dans les détails hein, si vous voulez, mais je pense que je sais pas ce que tu en penses, Alexandre. On peut arrêter là déjà pour répondre aux questions et On si peut peut-être jamais ils faire ont des questions. ouais, une petite séquence de questions. Merci beaucoup, Ayoub, pour ce panorama très complet en un temps record. Merci. C'est un exercice difficile. Donc, alors, il y a quelques réactions dans le chat hein, que vous avez pu lire. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir? Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, enfin, lever la main, puis poser votre question à l'oral si vous le souhaitez. C'était extrêmement clair. Ou un complément, ou si vous souhaitez partager une expérience, bonne ou mauvaise, ou une bonne pratique éventuellement que vous avez mise en place dans votre entreprise. Non. Si je peux prendre la parole. Allez, on vous écoute. Moi, j'ai deux questions sur le point où on a une dette temporelle dans l'acculturation au cyber et même plus globalement au numérique. Euh, Quelle serait la part on va dire, entre guillemets, de responsabilité des DSI dans ces accompagnements? Est-ce que c'est structurellement, de par le fait que la technique est allée plus vite et que certaines personnes se sont appropriées plus rapidement la technique que, on va dire, les DSI habituels? Ou est-ce que c'est les DSI qui
Alors, je sais pas, par manque de temps, pour X raisons, du coup, n'ont pas pris le temps ou pris au sérieux ce sujet-là. Comme à l'époque où, en 2015 ou même entre 2010 et 2015, les réseaux sociaux, c'était un truc pour les jeunes qui servait à rien. Aujourd'hui, Mhm. on sait très bien que dans la relation client, si t'es pas sur les réseaux sociaux, t'as rien compris. Mhm. Euh, En fait, est-ce... effectivement, c'est vraiment, là, vous l'avez bien expliqué, hein, c'est vraiment un manque de culture cyber. On ne Ouais, sait pas en fait ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, et donc on fait rien. Et c'est en fait ce que je constate sur le terrain. La majorité des entreprises qui n'ont rien fait, c'est parce qu'ils savent pas en fait par où commencer. Ils ont vraiment un manque énorme ouais. de culture cyber, notamment lié aussi à un discours qui est très très haut niveau des professionnels aujourd'hui. Ça, il faut le dire, hein. Moi, je viens du domaine, donc je vois très bien comment par les professionnels du domaine. Il n'y a pas de Il s'adresse, vulgarisation, c'est ça? voilà, exact. Il s'adresse plus à des entreprises qui ont un niveau de maturité Mm, assez élevé, parce que derrière, c'est très simple, c'est là où il y a du chiffre. Et malheureusement, il n'y a pas une vulgarisation, une adaptation du discours pour les mm. petits. Et donc, en fait, tout simplement, donc on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce que c'est que la cyber. On entend parler tous les jours, mais concrètement, sur le terrain, on ne sait pas par où commencer, et donc on fait rien. Et la deuxième question que j'ai, si je peux me permettre, c'est quelle place donner aux logiciels libres, on va dire au détriment des logiciels propriétaires? Est-ce que il y aurait des solutions qui seraient plus ou moins faciles à mettre en place pour, on va dire, alors, pas récupérer le facteur dette temps dont vous parlez, mais Mhm. essayer de limiter la casse? C'est-à-dire que Oui, les assurances, c'est bien joli, mais on voit aussi que l'ANSSI aujourd'hui, elle dit aux assurances, arrêtez de payer les rançons, absolument. c'est un business. Ouais. En fait, là, ça c'est vraiment mon discours, hein, pour, pour être honnête avec vous. C'est pour commencer, de toute façon, on part de très très loin. On a une dette informatique, on n'est pas du tout sécurisé. Donc, avant d'aller investir des quantités très très importantes sur des solutions qui coûtent très très cher, bah, il faut le dire, hein, les solutions cyber, ça coûte très cher. Parfois, on peut retrouver des solutions open source, gratuites, qu'on peut déjà utiliser pour améliorer notre niveau de sécurité. Certes, ça ne sera pas parfait, mais au moins, ça nous permet d'améliorer le niveau de sécurité considérablement pour éviter les risques. Et là, j'ai une petite anecdote. En fait, il y a souvent une caricature qu'on voit, donc on montre un ours qui est en train de courir et on dit à quelle vitesse, on est un groupe de personnes et on dit à quelle vitesse il faut courir. Et en fait, la réponse, c'est il faut juste courir juste un peu plus vite que le dernier du groupe. Sauf si on a un pot de miel, bien évidemment. Mais, mais en fait, là, pourquoi il faut. Ça s'applique parfaitement à la cyber, tout simplement parce que c'est un business, en fait. La cyber, donc les attaques, c'est un business. Et en fait, les sources de menaces, ils vont aller essayer de gagner le maximum d'argent rapidement. Donc, quand ils vont arriver chez quelqu'un, ils vont trouver qu'il y a quand même quelques mesures de sécurité qui sont en place, ils vont arrêter, ils vont aller ailleurs. Ils vont, parce qu'ils savent que de toute façon qu'il y a à côté le voisin qui n'a rien, donc ils vont pas perdre le temps avec celui qui a la base de la cyber. Donc ils vont arrêter, ils vont laisser tranquille pour aller voir celui qui n'a rien mis en place. Donc déjà, si on n'a pas les moyens, si on part de loin, on commence par les outils open source. Et d'ailleurs, voilà, là c'est un très très bon exemple pour sécuriser la messagerie. Au lieu d'aller chercher des outils payants, bah, tous les outils que j'ai présentés ici, ce sont des outils open source qu'on peut tester directement et ça nous donne directement le niveau de sécurité de notre messagerie, par exemple. Un autre exemple qui est très simple, j'ai parlé tout à l'heure des mises à jour de sécurité. Bah, pour bien gérer les mises à jour, bah, il faut installer ce qu'on appelle un scan de vulnérabilité. Un scan de vulnérabilité, soit on peut investir des milliers d'euros annuellement en achetant des solutions qui coûtent très très cher, soit on peut installer par exemple la solution OpenVAS. Je vais l'écrire dans le chat, hein, au cas où quelqu'un veut l'utiliser. Et ça, c'est une solution qui fait très très bien le travail, open source, qui est gratuite et qui permet déjà d'avancer, on va dire, d'avoir un niveau de maturité correct avant de l'améliorer avec des solutions qui sont très très chères. Et le dernier argument que je donne là-dessus, c'est que euh, il faut accepter que quand on va aller mettre en place un programme cyber, il y aura des blocages au niveau de la direction parce qu'ils ne vont pas comprendre. Même si on les sensibilise, même si on va leur expliquer les risques, etc., il y aura des blocages parce qu'en fait, généralement, on n'aime pas dépenser de l'argent. Alors que si on arrive avec des solutions open source, là, on aura beaucoup plus de facilité à convaincre la direction d'encourager le programme. Et de toute façon, on va s'améliorer avec le temps. Donc, vaut mieux commencer avec des solutions gratuites pour aller à l'essentiel et atteindre un niveau de maturité correct avant d'aller investir. Donc là, j'ai présenté ça pour la messagerie. Après, j'en ai d'autres, je pense. Ça, c'est pour la sensibilisation.
pareil pour la sensibilisation. Donc, au lieu d'aller investir dans des e-learning et des affiches pour les acheter ou autres, il y a énormément d'outils en fait qui sont gratuitement disponibles sur Internet. Il y a la police nationale qui a créé une série, il y a l'ANSSI qui a créé la Hack Academy, il y a le site de cybermalveillance qui propose énormément d'affiches prêts à l'emploi, on imprime, on distribue, on met dans les locaux. Et tout ça, c'est gratuit. Il y a même pour tester la connaissance des salariés pour le phishing, il y a des outils en fait développés par Google ou d'autres structures pour faire des quiz pour les salariés. Donc en fait, tout ça, c'est des solutions qui sont open source, gratuites, qu'on peut utiliser dès demain pour avoir un résultat concret et rapide. Ça rejoint une question là dans le chat sur les outils de détection, le lien avec les antivirus. Donc, il y a un début de réponse. Est-ce que tu souhaites compléter sur… Donc, c'était quoi? Donc, faut-il acquérir un outil de détection dédié en plus? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la détection, les outils de détection et les antivirus, c'est pas la même chose. Les antivirus, il va juste bloquer un virus, hein, comme son nom l'indique. L'outil de détection, il va analyser le système, il va surveiller le système, il va voir en fait s'il y a des attaques qui sont en cours. Là, en termes d'open source, donc il y a des outils qui permettent de collecter les logs, qui permettent de sonder, on va dire, récupérer l'ensemble des informations, par exemple comme ELK, Splunk ou autres. Il y a une version payante et une version gratuite. Déjà, on peut commencer par la version gratuite, on peut collecter tous les logs et après, on peut créer nous-mêmes des règles de corrélation si on n'a pas les moyens d'aller investir sur une solution. Parce que les solutions de détection, il faut le dire, ça coûte très cher. Parce que ça, c'est un vrai business. Et les produits sont vraiment très, très puissants. Et comment dire? Et aujourd'hui, ça coûte très, très cher. Mais par contre, moi, ce que j'aurais recommandé à une petite structure, c'est avant d'aller détecter, d'abord, il faut protéger. En fait, c'est comme si vous avez une maison et avec des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes, etc. Et vous me dites, moi, pour sécuriser, je vais mettre un gardien. En fait, non, quelle que soit la capacité technique et organisationnelle du gardien, il laissera passer des attaques. Donc, d'abord, il faut fermer les portes, il faut fermer les fenêtres, et après, on va aller voir comment on détecte. Parce que, si vous vous rappelez en introduction, j'ai commencé d'abord par la protection, avant de parler de la détection. Donc, d'abord, il faut investir en protection, et une fois que vous avez atteint un niveau de maturité correct pour la protection, là, il faut aller chercher la détection. Si vous avez les moyens, il faut aller chercher les solutions qui existent dans le domaine. Sinon, vous pouvez déjà commencer vous-même par des solutions open source. Alors, une question sur est-ce qu'on est en capacité de savoir si on est attaqué ou pas? Tout à l'heure, tu évoquais le fait que les entreprises attendaient, enfin, détectaient l'attaque des mois, voire des années après l'intrusion. Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne surveille les logs. Aujourd'hui, les logs, ça existe, mais malheureusement, tout le monde les utilise uniquement quand il y a un incident, quand c'est trop tard, en fait. Alors que normalement, les logs, il faut voir ça comme des indicateurs. Les indicateurs, ils sont utilisés avant qu'il y ait un problème. En fait, on va surveiller les logs, on va surveiller les journaux. Si par exemple, on voit qu'il y a un flux anormal qui sort sur Internet, là, il faut se poser des questions. Et étant donné qu'aujourd'hui, donc, on n'a pas le temps, on n'a pas les connaissances, personne ne va contacter. D'ailleurs, parfois, on n'a même pas activé les logs, hein, malheureusement. Donc, personne ne détecte les attaques quand ils sont là. Donc, la première réponse, c'est d'abord exploiter les logs que vous avez en interne. Et après, si vous avez les moyens, investir sur une solution qui s'appelle SIAM, par exemple. Euh, qui s'appelle SIAM, donc un outil de collecte et de corrélation d'événements sécurité qui va faire l'analyse automatiquement et aider les sociétés qui n'ont pas les ressources en interne pour détecter une attaque. Ensuite, donc, de nombreuses TPE n'ont pas de serveur. Je ne parle pas de serveur de log, hein. Je parle des logs de chaque équipement. Chaque équipement, même votre PC, même votre téléphone, dans tous les équipements, en fait, ils ont des logs internes. Le serveur, il est là juste pour centraliser les logs dans un seul endroit. Mais déjà, vous pouvez aller pour les solutions, pour chaque solution et consulter les logs de la solution. Par exemple, je prends un pare-feu, c'est un excellent endroit pour analyser les logs ou les serveurs même, les serveurs Windows ou autres. Vous pouvez aller au niveau de ces équipements-là et consulter les logs qui existent. Et de toute façon, un serveur de log, c'est open source. Vous pouvez utiliser un serveur Syslog, c'est gratuit. Vous pouvez le mettre et c'est que de la configuration derrière. Je vous propose de passer la parole à Anne, parce que merci beaucoup Ayoub.
Si on veut terminer à 10h15, je vous propose de passer à la dernière partie. Donc on a vu qu'il y a énormément d'outils de sensibilisation, des guides de l'ANSSI très bien faits, des webinaires, vous avez quand même accès à beaucoup d'informations. L'étape suivante, ça pourrait être de se former ou de former des salariés de votre entreprise. Alors, il se trouve que l'ANSSI a lancé il y a 3 ans une formation continue qui s'appelle référence cybersécurité en TPE-PME. Qui est aujourd'hui déployé en Bretagne par plusieurs organismes, dont l'ENSAT, je salue Philippe Kemeret qui est parmi nous, et par les CCI de Bretagne. Donc là, Anne va nous présenter cette formation de 5 jours. Hein. Donc c'est quand même assez... c'est une formation pas longue, mais qui nécessite un investissement. Ça rejoint ce que disait Ayoub hein, sur l'engagement de la direction, sur le fait que on ne peut pas traiter ce sujet-là de manière rapide, trop rapide, ou sans investir un peu de temps dans les projets. Donc cette formation est un moyen de pallier à ce problème-là. Alors, est-ce que tu arrives, Anne J'arrive, oui, j'arrive. Bonjour à toutes et à tous, voilà. J'espère que ça va fonctionner. Je suis en train d'essayer de vous partager la présentation. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas pour l'instant. Alexandre, si tu peux me dire. Là, on voit juste le répertoire dossier en fait. Il faut partager, il faut essayer de partager du coup la présentation. Attends, bouge pas. Je reviens là. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Génial. Option, arrêter le partage. Si tu veux, je vais prendre la main, je le partage. Partager le contenu. Ah si, ça y est, c'est bon, ça va venir, normalement. J'espère. Voilà. Ça marche? C'est bon? Ok, super. C'est bon? Ça s'affiche? Ça s'affiche pas? C'est bon, vas-y. Ça marche, ok, super. Donc, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Anne Neusser. Je travaille donc à la Faculté des métiers, qui est le service au service formation continue, donc de la CCI Les-Vilaines. Donc, ce matin, je voulais juste vous partager effectivement en quelques mots cette présentation sur la formation référent cybersécurité. Je crois qu'effectivement, Ayoub nous a bien convaincus qu'il y avait a priori quelques manques aujourd'hui dans les entreprises en termes de compétences. Donc, on a l'occasion de vous présenter cette formation. Par contre, Alexandre, j'arrive pas forcément, excuse-moi, mais à passer le slide d'après, en fait, parce que moi, je le vois pas. Je la vois pas, la présentation. Si je fais ça et que je passe, là, vous voyez, ça passe? Ça change? C'est bon, là. Oui, c'est bon, oui. C'est bon, ok, super. Donc, cette formation, donc, elle dure 5 jours. Donc, c'est vrai que c'est une formation qui peut sembler engageante pour votre entreprise, mais c'est vrai que c'est un référentiel qui a été créé par l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des services d'information, et qui permet quand même de donner une bonne vision globale de ce qu'est la cybersécurité pour que les personnes formées deviennent référents au sein d'une entreprise. Donc, en termes de cible, ça peut être, pourquoi pas, le dirigeant de l'entreprise sur des plus petites structures s'il s'intéresse vraiment au sujet, mais ça peut être aussi évidemment des responsables informatiques, des personnes qui sont responsables de la protection des données dans l'entreprise, et en tout cas des personnes qui sont amenées à traiter le sujet de la cybersécurité et qui aujourd'hui veulent rentrer un peu plus dans les détails et dans ce sujet pour être en mesure d'identifier des failles, apporter des mesures correctives et puis aussi traiter avec les prestataires extérieurs, puisqu'on a bien entendu tout à l'heure que certaines prestations pouvaient être externalisées
dans la mesure où on est sur des entreprises qui ne sont pas d'une taille très, très importante. Donc, c'est important d'avoir cette culture cyber pour pouvoir aussi travailler avec ses prestataires extérieurs. Et puis, l'objectif, le dernier aussi, c'est quand même sensibiliser les collaborateurs en interne. On a bien entendu effectivement ce que disait Ayoub sur le rôle un peu chef d'orchestre et voilà, le rôle très important de la communication en interne pour que les personnes se sentent concernées par le sujet. Donc, l'intervenant pour les prochaines, pour toutes les sessions qui vont avoir lieu en Bretagne là, sur l'année à venir, là, ce sera Ayoub Sabar. Donc, vous avez entendu effectivement sa présentation ce matin. La durée, c'est 5 jours, je vous l'ai dit. Le prix de la formation, c'est 2 000 €. Et donc, on est sur une formation qui est labellisée par l'ANSSI, donc voilà, un organisme évidemment reconnu dans le domaine. En termes de contenu, rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez 7 modules qui vont des notions de base de la cybersécurité jusqu'à effectivement tout ce qui est hygiène informatique pour les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on doit savoir à l'intérieur et notamment les fameux gestes barrières dont parlait Ayoub tout à l'heure. La gestion et l'organisation de la cybersécurité à l'intérieur de l'entreprise. Sur toute la partie protection des données, c'est bien effectivement tout le patrimoine immatériel de l'entreprise qui doit être sécurisé et protégé. Donc ça aussi, ce sera une façon de bien comprendre ce que c'est et comment est-ce qu'on peut protéger. Sur la partie administration du site d'information aussi d'une entreprise, donc là encore, rentrer dans le détail des l'analyse du risque et puis voilà, faire en sorte que ce référent cyber puisse être encore plus compétent dans ces domaines-là. Le module numéro 6, là, c'est vraiment les relations justement avec des prestataires extérieurs pour voir dans quelle mesure ces prestataires peuvent aider l'entreprise. Et puis, donc, pour terminer, un module sur la sécurité des sites Internet qui sont gérés en interne. Mais ça, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, Ayoub, ont leur site Internet. Donc là aussi, il y a un vrai sujet intéressant à traiter. Donc, sur le financement de cette formation, ce qu'il faut que vous sachiez et qui est important, c'est que cette formation, elle est éligible au CPF. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc le CPF, c'est votre compte personnel de formation. C'est le remplaçant, si je puis dire, de ce qu'était le DIF à l'époque. Donc, aujourd'hui, voilà, si vous cherchez une source de financement pour cette formation, elle est éligible au CPF. Donc, pour ça, il faut créer votre compte personnel de formation en ligne, aller voir effectivement les fonds de formation dont vous bénéficiez pour pouvoir financer cette formation. Et si vous souhaitez que la formation soit prise en charge par votre CPF, il faudra effectivement passer une certification à l'issue de la formation. Donc, cette certification, elle dure 2h30. Elle est organisée par la CCI de région en Bretagne. Hein. Donc, vous avez un certain nombre de choses qui seront passées à l'issue de la formation, des quiz sur chaque module, et puis également une étude de cas. Et donc, à l'issue de ces 2h30 d'épreuve, on va dire, eh bien, vous aurez cette certification qui vous permettra de financer votre formation avec vos fonds personnels de formation. Et donc, si vous souhaitez que votre formation soit éligible, il faudra effectivement passer cette certification qui coûte 500 €, qui est à rajouter au prix de la formation. Et pour finir, je voulais juste vous indiquer toutes les sessions qui vont avoir lieu dans toutes vos CCI d'ici la fin de l'année. Donc, à noter la première session qui démarre le 31 mai, donc c'est bientôt à la fin du mois à Saint-Brieuc, donc dans les Côtes-d'Armor. Donc, vous voyez à chaque fois, les 5 jours sont répartis en fait 2 jours une semaine, 2 jours la semaine d'après et puis un dernier jour la semaine encore après. Ça, c'est pour pas forcément vous monopoliser sur la formation 5 jours d'affilée. On s'est dit que c'était pas toujours évident voilà, de se libérer aussi longtemps. Donc, vous avez là les dates qui s'affichent. Donc, vous avez la prochaine session, je vous l'ai dit, à Saint-Brieuc. Ensuite, vous aurez une session à Lorient
fin septembre, début octobre, une session à Rennes plutôt mi-octobre, début novembre, et mi-novembre, pardon, et puis ensuite des sessions dans le Finistère, à Brest et Quimper, pour lesquelles la programmation sont en cours. Donc, à chaque fois, vous avez les coordonnées de chacune de mes collègues et chacun de mes collègues en Bretagne. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. C'est vrai que je pense que cette formation, elle est très intéressante pour améliorer cette fameuse culture et posture cyber dont les entreprises, et en particulier les plus petites entreprises, ont de plus en plus besoin, comme a pu nous l'expliquer Ayoub depuis tout à l'heure. Voilà. Merci de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à cette formation. Merci Anne, merci beaucoup. Bien, je vous propose de clôturer ce webinaire. Il est 10h15, on a commencé un petit peu en retard, donc le décalage est tout naturel. Donc merci à tous les deux pour vos interventions. Merci beaucoup Ayoub pour cette approche très pragmatique. Je l'ai vu dans les commentaires, nombreux sont les personnes qui ont apprécié le langage simple, pas trop de jargon. Et c'est un peu le risque sur un sujet de ce type-là, d'être trop dans la technique. Donc merci d'avoir adapté le discours à un public en partie néophyte. Donc merci à tous et bonne journée et bon week-end prolongé pour ceux qui font le pont. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.